Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Paraculte. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de retrouver Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais ça va très bien, ravi aussi, bien sûr. Bien sûr, et surtout qu'on a un chouette petit programme aujourd'hui dans cet épisode de Paraculte parce qu'on va vous parler du Japon médiéval fantastique. Imaginez-vous, voilà, le médiéval fantastique auquel vous êtes habitués, évidemment tout ça dans un univers japonisant. Dans quel ordre est-ce qu'on traite ça ? Est-ce que je parle d'abord du sujet que j'avais prévu, Guillaume, et puis tu compléteras avec les jeux que tu avais identifiés, ça te va ? Oui, on peut faire comme ça, bien sûr. Très bien. Alors, moi, je vais vous parler d'Oko. Alors, écrivez-le O-K-K-O. Alors, c'est une série de bandes dessinées. Mais qui est très très bonne, puisque c'est au cacao. Oh, mais oui, alors il faut aimer le cacao, forcément, mais au cacao. Désolé, je sors. Pour ceux qui préfèrent le café, vous repasserez. Non, alors bon, donc ça s'écrit au cacao. Et donc, c'est Oko, qui est une série de bandes dessinées, écrite et dessinée par Hub, un Français. Son vrai nom, c'est Humbert Chabuel. Donc, tu vois, je sais pas si, en connaissant son vrai nom, on doit prononcer Hub ou Hub. Je vais le prononcer Hub dans cette chronique. En tout cas, ce sont des bandes dessinées diffusées de 2005 à 2015. Disponible aux éditions Delcourt, dans la gamme Terre de légende, que certaines et certains d'entre vous connaissent probablement. Ça a même fait l'objet d'une traduction en anglais avec un export aux États-Unis. Je ne sais pas si ça a eu du succès là-bas, mais en tout cas, sachez que c'est dispo. Vous devriez d'ailleurs pouvoir aussi trouver ces bandes dessinées également sur les plateformes numériques. J'ai vu qu'elles étaient dispo sur Apple Livres, là, ou Books, pour 9,99€ le tome. Au passage, Guillaume, perso, moi j'ai encore un petit peu de mal pour la bande dessinée numérique. Je sais pas si c'est quelque chose que tu fais, toi, les mangas ou la bande dessinée sur support numérique ? Bah non, mais c'est vrai que d'une manière totalement pragmatique, ça pourrait se comprendre. Mais en fait, ça pourrait se comprendre sous forme d'un abonnement, tu vois. C'est-à-dire, comme pour les animés, en fait. C'est-à-dire, on aime bien avoir des mangas et les regarder, les lire en papier. C'est vrai, moi j'aime toujours le contact du papier, surtout pour les bandes dessinées. Et puis c'est vrai que c'est reposant pour les yeux aussi, hein, juste de lire du papier, pas un truc éclairé. Donc ça, je trouve ça plutôt bien au niveau confort. Après, les mangas, bon, c'est vrai que ça peut être relativement cher s'il y a beaucoup de tomes quand même, hein, il faut se le dire. Et puis ça prend de la place et je constate que je les relis très 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 peu, de toute façon. Ouais, moi c'est pareil. Du coup, c'est vrai que les avoir en virtuel, bon, pourquoi pas. Mais même, limite, ça pourrait être, je pense qu'un truc à la Netflix, ça pourrait être vraiment une bonne, ça existe de toute façon au Japon, mais ici, je connais pas ici d'abonnement, ou par exemple, pour avoir, tu vois, Akata, est-ce qu'ils pourraient pas faire un abonnement? Peut-être que économiquement ce serait difficile, quoi, tu vois, mais au niveau de l'usage, ça pourrait se comprendre tout à fait, hein, comme c'est le cas avec Crunchyroll, par exemple, qui, je crois, fait des mangas, d'ailleurs, dans une certaine mesure, mais il faudrait que je vois. Il y a Comixology aussi, hein, qui appartient maintenant à Amazon, qui je crois fait un abonnement aux États-Unis. Je suis pas certain que ce soit dispo en France. La raison pour laquelle d'ailleurs je parlais un petit peu de BD numérique, c'est que je me suis posé la question dans le cadre d'Oko, parce que je dois confesser d'ores et déjà à l'entrée de cette petite chronique que je me suis rendu compte, idiot que je suis, vous allez pouvoir me jeter des tomates, qu'il n'y avait plus de tomes que ce que je pensais initialement, et surtout plus de tomes que ce que je n'ai lu et ce que je pensais donc au départ. En fait, il y a, pour tout vous dire, 10 tomes qui constituent 5 cycles de, vous l'aurez compris grâce à votre génie mathématique, 2 tomes à chaque fois. Les 5 cycles, c'est le cycle de l'eau, de la terre, celui de l'air, du feu et du vide. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais lu dans ma connaissance d'Oko que 3 des 5 cycles, et donc 6 tomes. Donc, je suis vraiment à la rue, je me rends compte, et donc vous m'en voudrez pas si jamais je boucle pas des éléments qui pourraient vous surprendre particulièrement à la fin de la chronique. Je pense que je lirai tout et que je reviendrai faire une petite mise à jour dans un futur épisode de Paraculte pour vous dire ce qu'il en est. Mais je me suis posé la question dans le cadre de la préparation de cette émission, est-ce que je pourrais pas acheter les tomes qui me manquent en numérique? Et en fait, ça m'a gêné parce que j'aime bien les objets et surtout la bande dessinée. Je trouve qu'il y a ce rapport à la construction de l'histoire dans la page qui fait que parfois on a besoin d'aller à une case, revenir à l'autre. Et en numérique, je trouve pas ça aussi confortable. Les écrans sont pas bien faits pour, mais bon. En tout cas, pourquoi est-ce que j'ai été attiré au départ par cette bande dessinée ? C'est parce que je dois le confesser, j'ai adoré la couverture au départ. En fait, je vais vous décrire très rapidement la couverture du premier tome, mais en fait, tous les tomes sont construits sur le même principe de la couverture. C'est qu'on voit 3 personnages, un qui est un samouraï assez passe-partout, un autre qui est hyper stylé, comme dirait mon fils, avec sa grande chevelure blanche et un masque de démon, et puis une sorte de moine typiquement japonais.
Et c'est clairement cette couverture avec le personnage avec son gros physique et sa grosse chevelure blanche qui m'avait beaucoup attiré, avec, je dois le dire aussi, la façon dont est écrit Oko qui embarque beaucoup. Et c'est vraiment la couverture qui au départ m'a donné envie de lire cette bande dessinée. Et donc je m'imaginais, moi, avant de la lire, que Oko c'était le nom de ce personnage, tu vois, très charismatique, qui a l'air d'être un redoutable au combat. Et j'étais hyper surpris parce qu'en fait, Oko c'est le nom du personnage qui est au second plan, qui est un peu moins emblématique, qui est un samouraï Ronin ou Ronin. Alors là aussi, je sais pas comment je vais devoir prononcer ça. Je sais pas si il y a une méthode en français pour bien prononcer ça. Je pense que je dirais Ronin parce que je trouve que Ronin ça fait un peu ridicule. Mais Oko, en fait, au final, c'est au-delà d'un personnage, ça raconte l'histoire d'un groupe de personnages et ça ressemble typiquement à la constitution d'une bande de personnages joueurs dans une aventure de jeu de rôle. Et d'ailleurs, la comparaison est pas anecdotique parce que l'auteur a lui-même déjà confessé s'être très très largement inspiré de son passé de joueur de jeux de rôle, de rôliste, et notamment d'un jeu de rôle qui s'appelle le Livre des 5 Anneaux. Je sais pas du tout si t'as déjà vu passer ça, Guillaume, mais c'est un jeu de rôle justement dans l'univers médiéval japonais, médiéval fantastique japonais, un univers fictif, mais qui a eu beaucoup de succès, qui a eu beaucoup de différentes éditions, et qui là a eu d'ailleurs récemment une nouvelle édition et qui fonctionne très bien. Je sais pas si c'est des choses qui te parlent, toi, le Livre des 5 Anneaux, Guillaume? Malheureusement pas, désolé, non. C'est pas grave. Alors, l'univers, globalement, donc il est médiéval fantastique et esthétique japonaise. On sait pas grand-chose de l'univers dans lequel se place l'histoire de Oko. On nous parle du pageant. C'est, vous comprenez que c'est un verlan un peu approximatif, mais volontairement, il n'est pas plus décrit que ça. C'est donc médiéval dans le sens où on s'est arrêté à un certain niveau de la technologie. Japonais, puisqu'évidemment, les codes vestimentaires, les codes architecture et même l'organisation de la société sont ce qu'on peut avoir à l'esprit quand on nous évoque le Japon, avec les différentes familles, les affrontements, les samouraïs, le code de l'honneur qui est évidemment très très important. Et puis on y rajoute des kami, les esprits, on y rajoute les démons, d'autres monstruosités. Un petit peu d'ailleurs comme on peut faire le parallèle avec The Witcher. Tu sais, t'as cet univers où t'as un chasseur de démons avec des créatures surnaturelles, et là c'est un petit peu pareil, mais évidemment avec l'univers japonais. Alors de quoi ça parle, Oko? C'est le récit au global d'un vieux moine qui apparaît finalement, et on s'en rend compte dans le premier tome, jeune, alors que c'est un jeune pêcheur, il s'appelle Tiku, dans les toutes premières pages donc du premier tome, et qui raconte dans toutes les bandes dessinées, dans les 10 bandes dessinées, en tout cas dans toutes celles que j'ai lues, mais je crois que c'est comme ça jusqu'au bout, qui raconte sa vie de manière rétrospective, et donc évidemment, ça commence la narration quand il était encore jeune et quand il croise le groupe de personnages que je te décrivais juste avant. Donc il y a Oko qui est le samouraï Ronin, qui est pas forcément celui qui est le plus charismatique, mais qui est donc finalement le personnage principal. Il y a Noburo qui est donc ce guerrier géant qui cache son visage avec un masque de démon. On voit pas son visage, c'est très intriguant. Et le moine Noshin qui est un peu ce compagnon qui fait sourire, qui est toujours, tu sais, ce compagnon un peu bouffon, mais malgré tout doté de pouvoirs hyper clés dans l'histoire et très puissant, qui s'appelle donc Noshin, qui va être le maître du narrateur et qui est souvent imbibé de saké, mais qui a fait appel souvent au kami au travers de prières pour sortir le groupe des griffes de leurs ennemis et des différentes difficultés qui peuvent croiser. Et donc Tiku, le moine narrateur, mais qui est jeune dans les premières pages du premier tome, voit sa sœur Petite Carpe capturée au tout début. Sa sœur qui est une geisha, donc une prostituée qui d'ailleurs doit assumer ce travail difficile pour continuer à faire vivre son petit frère. Elle est enlevée et donc Tiku fait appel au groupe que je décrivais pour retrouver sa sœur. Et donc s'ensuit une enquête pour retrouver la sœur de Tiku. Ce qu'il faut bien souligner, c'est que chaque cycle, en l'occurrence le cycle de l'eau, qui est le premier cycle des 10 tomes, constitué donc lui-même de 2 tomes, se suffit à lui-même, et c'est le cas de tous les cycles. C'est-à-dire que si tu veux ne lire que 2 bandes dessinées, c'est 2 histoires qui peuvent complètement se boucler. Il y a effectivement une méta-histoire derrière les 10 tomes qui progresse et qui nous raconte une histoire un petit peu plus complexe, une méta-histoire, mais chaque enquête et chaque aventure qui leur arrive se boucle en 2 tomes, et je trouve que, encore une fois, ce format
est hyper intéressant parce que on n'est pas dans une espèce de surenchère d'une grande histoire qui ne voit jamais son dénouement. On n'est pas non plus dans des séries d'histoires qui sont un peu trop bâclées, un peu trop peu fouillées d'un point de vue scénaristique, et on a, je trouve, un super équilibre. Donc tout au long de Doko. Un petit mot quand même sur les Ronin pour ceux qui connaîtraient pas ce que sont ces personnages. Donc dans le monde, dans le Japon médiéval, les Ronin, c'est les hommes errants ou les hommes vagues qui sont en gros des samouraïs sans maître. Ils ont été exclus de la société japonaise féodale. Alors il peut y avoir plusieurs raisons à ça, hein. Soit leur seigneur est mort, soit ils ont fait des bêtises, soit ils ont eu des défaites au combat. Mais en gros, c'est des sortes de parias. Donc c'est un peu les losers des samouraïs qui n'ont pas leur propre classe dans une société qui est évidemment, comme vous l'imaginez, très hiérarchisée, basée sur des codes de fonctionnement très précis et sur des relations de loyauté envers un seigneur qui est très important. Au passage, c'est un truc qui, moi, peut vite m'agacer dans les environnements à consonance japonaise et notamment les mondes médiévaux fantastiques japonais, c'est que il y a ce code de l'honneur qui est super rigide et duquel tu peux difficilement t'extraire. C'est d'ailleurs un truc qui, moi, m'avait pas forcément attiré dans le jeu de rôle au départ, c'est qu'il y a ce code de l'honneur auquel tu dois te soumettre, à moins que tu sois un Ronin et une espèce de paria. Là, ce qui est intéressant dans Oko, c'est que c'est quelque chose qui est présent, mais qui n'est pas non plus omniprésent, et il est là plus pour nourrir l'histoire que pour contraindre les actes des différents personnages. Donc je trouve ça plutôt cool de voir le traitement de ce code de l'honneur de cette manière-là, assez subtile. Il va leur arriver donc des aventures, comme je vous l'ai dit, a priori 5 aventures assez indépendantes qui nourrissent une histoire globale, et on va découvrir le passé d'Oko, on va découvrir ce qui va advenir du moine narrateur, mais aussi le passé personnel d'Oko, dont on dit, Guillaume, tiens-toi bien, qu'il a assassiné sa maman, ni plus ni moins. On sait pas si la fête des mères a mal tourné ou s'il y a d'autres choses qui vont amener à ça. Évidemment, on en sait plus à la fin de la grande histoire. Je suis sûr qu'il y a une bonne raison. Bon, oui, forcément. Elle était peut-être très agaçante, va savoir. Plusieurs inspirations derrière Oko pour vous donner un petit peu des formes de parallèles. Il y a The Witcher, vraiment j'ai des parallèles entre... Moi, en tout cas, je n'ai vu que la série télé, mais j'y vois vraiment des parallèles, ce côté chasseur de démons. Je lisais cette bande dessinée en ayant encore une fois un vécu de joueur de jeux de rôle. Et évidemment, il y a beaucoup de parallèles à faire avec les scénarios de jeux de rôle, notamment médiévaux fantastiques, où on a cette association de personnages très complémentaires de par leur classe et de par leurs compétences qui crée un groupe efficace. Les westerns, évidemment, sont un bon élément d'inspiration de Oko. Mais figure-toi que je lisais Oko en même temps que je jouais à l'époque à Red Dead Redemption sur Xbox. Et je rêvais, quand je lisais ça, d'un jeu similaire à Red Dead Redemption dans l'univers médiéval fantastique. Et c'est un petit peu ce qui a motivé cet épisode, Guillaume, c'est qu'en parlant, tu m'as dit, Guillaume, en fait, ça existe, ce type de jeu. Oui, j'en ai pas connaissance, mais tu vas nous aider à y voir plus clair. Alors, c'est vrai que médiéval fantastique, il y a plusieurs possibilités. Alors, si tu veux, du monde ouvert dans le Japon médiéval, évidemment, c'est Ghost of Tsushima qui remporte la palme. Hein. C'est un jeu récent, absolument fabuleux. Oui, c'est tout très récent. Oui, c'est un jeu, je crois, qui est exclu PS4. C'est Sucker Punch. Je crois ils font que des trucs. Oui, je crois qu'ils font que des exclus. Donc c'est un jeu superbe. Hein. C'est magnifique. C'est très Red Dead Redemption. Oui, donc c'est vraiment un grand monde ouvert. L'île de Tsushima, elle est très grande. La quête est très longue. Enfin, bon, il y a beaucoup. Les combats sont vraiment super bien rythmés. Enfin, c'est très très bon. Donc je pense que tu pourrais t'orienter là-dessus. Par contre, c'est plutôt réaliste. Enfin, réaliste. On s'entend, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oni, de machin, voilà, on est dans un truc plutôt, qui se veut plutôt crédible, quoi. Par contre, c'est sûr que si tu veux des oni et si tu veux du médiéval fantastique, il faudra plutôt aller vers Nioh, la série. Donc il y a 2 Nioh, il y a Nioh 1 et 2 qui sont des jeux relativement difficiles, par contre, et pas vraiment des mondes ouverts. C'est moins monde ouvert, c'est plus des jeux un petit peu beat'em all, si tu veux, qui sont pas évidents, mais en tout cas qui reprennent énormément tout le folklore japonais. Et tu as Sekiro, hein, évidemment, aussi, qui est aussi un jeu assez difficile à va falloir pas forcément à prendre en main, mais c'est un jeu qui est très exigeant quand même. Hein. On le compare un petit peu à Dark Souls, bon évidemment, mais c'est
je sais pas si c'est aussi difficile, mais enfin c'est quand même assez complexe à manipuler. Enfin il faut vraiment s'y faire. Les boss sont vraiment très 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 coton, mais bon, c'est aussi une ambiance un petit peu plus dark, on va dire, que Nioh peut-être. Je sais pas exactement si c'est l'un plus dark que l'autre, mais voilà, tu as ces possibilités là. C'est sur PlayStation 4. Donc voilà. Décidément. Oui. Alors Sekiro, c'est sur PC aussi, mais bon voilà, il faut avoir un PC quand même relativement costaud. Moi, c'est vrai que j'avais pensé à d'autres jeux pourtant, parce que donc j'aurais pu parler de ça, c'est vrai, hein, pour t'accompagner sur ce truc, sur cet épisode, mais globalement, je me suis dit, bon, c'est quand même très connu, Ghost of Tsushima, tout ça, ça se vend tout seul, est-ce que je pourrais pas choper des trucs un petit peu moins connus qui soit un peu plus paraculte. Qui soit un peu plus paraculte, exactement. Beaucoup plus para que culte. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus para que culte, hein, faut le dire, parce que si vous suivez assidûment Tech Café, vous devriez, vous devriez le faire d'ailleurs, vous savez que les PlayStation 3 et PlayStation Vita vont finalement continuer à bénéficier du PlayStation Store pour une durée indéterminée. Contrairement donc avec ce qui avait été envisagé par Sony, hein, qui voulait leur couper les magasins assez rapidement là cet été. Et donc finalement non, il va quand y avoir le PlayStation Store pendant une durée indéterminée. Je me dis pour fêter ça, je vais faire un truc audacieux peut-être, je vais recommander 2 jeux Vita. Ah. Oui, je sais, des jeux PS Vita, des quasi-exclusivités en plus, des jeux qui ont néanmoins, du coup sont toujours disponibles sur le store, et qui, quand même, à mon avis, coïncident pas mal aussi avec d'autres sujets, puisque le premier, quand même relativement connu, c'est Muramasa Rebirth. C'est la réédition PS Vita du Muramasa sur Wii, qui a donc propulsé VanillaWare en rang de développeur culte, avec son style graphique 2D super détaillé et chatoyant, hein, c'est très très chatoyant. Donc rappelez-vous, c'était en 2009, donc Oboro Muramasa, ça faisait baver les pauvres joueurs qui n'avaient pas de Wii, en affichant des décors d'une beauté vraiment incroyable, blindés de détails et d'animation, le tout au service d'un beat'em up / RPG, vraiment nerveux mais assez accessible aussi. Et bon, à l'époque, moi je bavais aussi parce que j'avais pas eu le jeu, même si j'ai eu une Wii, mais je crois que je l'ai eu plus tard d'ailleurs, enfin bon. C'était que partie remise finalement, puisqu'en 2013, Marvelous Entertainment décide de sortir le jeu sur PlayStation Vita et dans le monde entier. Et c'est le bonheur, puisque c'est une version portable de Muramasa, avec la qualité de l'écran OLED de la Vita, et ça, pour moi, c'est égal achat instantané, bien sûr. Alors, Muramasa, c'est quoi ? En fait, c'est qui ? Parce qu'à l'origine, c'est un mec, c'est Sango Muramasa, et c'est un forgeron de sabre ultra réputé au XVIe siècle. Alors historiquement, il a existé au moins un, mais peut-être plusieurs forgerons célèbres qui hériteront du nom de Muramasa. Et il existe encore aujourd'hui des lames qui lui sont attribuées, des lames Muramasa qu'il y a dans les musées aujourd'hui, c'est des raretés. Et Muramasa est tellement célèbre, et il était tellement doué, que la légende se mêle à son histoire un petit peu. D'ailleurs, par exemple, il y a celle qui voudrait que Muramasa était un mec super violent, donc de caractère très très violent, et il a transmis ses violences dans les lames, qui deviendraient elles-mêmes assoiffées de sang, donc ces sabres deviendraient des c'était des Tsukomogami. Tsukomogami, on avait déjà parlé, souvenez-vous, au bout de 100 ans, au Japon, tout peut devenir vivant, acquérir une âme. Et donc les sabres de Muramasa pousseraient au crime, elles deviendraient vivantes, et donc elles pousseraient au crime, au suicide. Ce seraient des formes de lames démons. Donc il y a une foule d'anecdotes réelles d'ailleurs, historiques, sur les méfaits des lames de Muramasa, historiques dans le sens où on a attribué, si tu veux, des tragédies aux lames de Muramasa, et c'est sur cette base semi-mythologique que se construit donc Oboro Muramasa, donc c'est Demon Blade, c'est les lames démons, et donc évidemment Muramasa Rebirth sur PlayStation Vita. Donc dans le jeu, Muramasa, il était tellement obnubilé par la perfection de ses lames qu'il est devenu un forgeron divin, c'est-à-dire il forge des lames pour l'éternité, des lames maudites, et ces lames maudites, elles ont divers pouvoirs, et toi, le héros ou l'héroïne, tu peux l'utiliser. Donc c'est l'originalité du jeu Muramasa, c'est que tu joues Momohime ou Kisuke, tu vas toujours gagner des âmes, et défaire donc pléthore de yokai et d'oni, évidemment, pour récupérer des lames et demander à Muramasa de t'en forger aussi. Donc tu pourrais équiper 3 lames, et elles ont chacune des jauges, donc elles vous permettent à la fois de parer les coups, ou de renvoyer les projectiles, et de lancer des attaques spéciales. Donc quand la jauge se vide, par contre, la lame casse, et elle doit être remise dans son fourreau, et une fois au chaud, la jauge se remplit peinard pépère. Donc en combat, il faut en permanence alterner entre les lames selon les situations et leur endurance, et des lames, il y en a des dizaines, avec à chaque fois des coups spéciaux particuliers, des effets, bon. Et donc, il y a tout un arbre comme ça à débloquer, qui doit d'ailleurs se débloquer sur plusieurs parties. Et le jeu lui-même est divisé en 2 grandes histoires. Donc t'as celle de Momohime, là c'est une princesse possédée, et Kisuke, qui est un ninja amnésique qui va rechercher son passé. Donc structurellement, le jeu c'est un Metroidvania, tout simplement, donc en vue de côté,
C'est donc alors là il y a des tu vas donc pour débloquer les chemins, donc tu vas évidemment il y a des items, tu vas débloquer des chemins progressivement à la carte quoi, et puis des bonus, voilà des gros bonus. Il y a une composante RPG qui est pas mal, enfin qui est assez évoluée avec des items, des niveaux, tu peux cuisiner, etc. Et par contre, les combats, ça se présente plutôt comme un beat'em up, avec des poches d'ennemis à dégager, que tu fais évidemment le plus élégamment possible. Et graphiquement, le jeu est une peinture animée, quoi. Voilà, c'est avec un style folklorique japonais qui est très très coloré. Donc c'est folklorique japonais, assez cartoon. Donc c'est assez unique, c'est vraiment très coloré, c'est magnifiquement animé, c'est très varié en plus. Hein. Alors évidemment, vous allez repasser pas mal de fois dans plein d'environnements, mais ils sont tellement jolis que finalement c'est pas très grave. Et vous avez des forêts, des montagnes, des villes, les toits de forteresse, des villages, des champs. C'est bucolique, hein, et finalement c'est vrai qu'on se lasse pas de parcourir les décors, même s'il y a effectivement des allers-retours. Donc Muramasa, c'est une petite merveille qui a été moult fois primée sur Wii déjà, hein, donc c'est un incontournable, et encore aujourd'hui, c'est sans doute un de mes préférés de VanillaWare. Excuse-moi, t'as dit sur Wii ? Sur Wii, oui, ça a été primé sur Wii, et d'accord, okay. Oui, passé au jeu Wii à la base, mais évidemment c'est pour ça qu'en fait il a déjà été primé sur Wii, parce que oui, il a eu une bonne carrière déjà sur ce support-là, d'accord. Même si moi évidemment je le conseille sur Vita parce que c'est portable, c'est vraiment très cool. Et donc vous avez d'autres trucs de VanillaWare, hein, puisque il y a aussi Dragon's Crown et Odin Sphere sur PS Vita qui sont très agréables. Mais c'est vrai que Muramasa, pour son accessibilité et finalement sa concision, reste mon préféré, parce que finalement le jeu est pas super long. Il y a une vingtaine d'heures, hein, si t'es doué, ou que tu joues en facile. Mais justement, hein, si c'est le cas, finalement, tu peux aussi jouer en facile, et c'est pas forcément mal, hein, puisque le jeu, du coup, devient très accessible, et bon, voilà, ça dépend des tempéraments, tout ça, je trouve que c'est plutôt cool. Par rapport à Dragon's Crown, qui enchaîne les loops, enchaîne les playthroughs, c'est un petit peu rafraîchissant, donc je trouve que, évidemment, hein, soit Wii, soit Vita, Muramasa, c'est toujours évidemment une très bonne valeur sûre. Et bon, après, il y a un autre cas, un autre jeu dont je voudrais parler qui est beaucoup moins connu. Excuse-moi, je vois Muramasa Rebirth. Oui. C'est le nom complet du jeu ou est-ce que c'est une autre version ? C'est le nom complet du jeu sur PS Vita. Ouais. Sur PS Vita. Ok, très bien. Vita, tout simplement. C'est noté. Et ouais. Et donc alors le deuxième jeu, c'est aussi un jeu qui est beaucoup moins connu, je pense. C'est aussi un jeu PS Vita. C'est Oreshika. Donc O-R-E-S-H-I-K-A. Donc c'est un RPG qui, sans aucun doute, hein, d'ailleurs, était pas du tout destiné à sortir du Japon. Parce qu'en fait, son vrai nom, c'est Ore no Shikabane o Koete Yuke 2. Oui, parce que c'est une suite. Même. La suite d'un jeu PSP qui n'est jamais arrivé en Occident, et donc Ore no Shikabane o Koete Yuke 2 a donc été, on comprend pourquoi, hein, abrégé en Oreshika. Et incroyablement, ce truc est sorti en Occident, en anglais et en français. C'est disponible uniquement dématérialisé ici, cependant, alors qu'il y a des versions physiques au Japon, et une version physique Asia qui est absolument introuvable en anglais. Donc j'en parle parce que c'est un RPG assez original. En gros, le titre veut dire over my dead body. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est traverser mon cadavre, en gros, quelque part. Ça a l'air très axé sur le combat, ça. Eh ben, pas vraiment. Enfin, si, pas mal, mais c'est pas pour ça que ça s'appelle comme ça. En effet, dans ce jeu, t'incarnes pas un héros, t'incarnes un clan. Donc l'histoire s'ouvre, pareil, un Japon médiéval plein de tourmentes. Hein, donc apparemment, les dieux semblent en colère. Et pour les apaiser, on sacrifie des gens à tour de bras, des clans entiers. Et donc dans l'introduction, tout animé d'ailleurs, en dessin animé, il y a un dieu qui vient voir les crânes d'un des clans sacrifiés et qui les ramène à la vie, dans un rituel qui est assez étrange et super cruel. Et malheureusement, ce clan, non seulement il est mort, mais en plus il est maudit. Décidément, c'est quand même vraiment pas de chance, quoi. Donc, ta nouvelle vie, puisque donc cette vie qui était offerte par ce dieu-là, elle va être assez courte, puisqu'elle dure seulement 2 ans. Et en plus, tu peux pas avoir d'enfant. Donc la seule manière de te reproduire, c'est de faire perdurer ton clan, ta lignée, c'est de faire des rituels avec des divinités. Donc tes rejetons seront toujours maudits par contre, hein, donc ça veut dire courte vie et stérilité aussi, jusqu'à ce que tu trouves et que tu tues le dieu à l'origine de la malédiction. Et en fait, celui qui est à l'origine de la malédiction, c'est Abe no Seimei. Et si ce nom te dit quelque chose, en fait, c'est pas un hasard, parce que Abe no Seimei, c'est un occultiste de l'époque Heian. C'est un personnage classique en fait du folklore japonais qui apparaît dans plein de mangas, dans des animés, des livres, des films. On le retrouve comme Mitama d'ailleurs dans Tokiden, qui est aussi un jeu PlayStation Vita, et PlayStation au sens large pour le coup. Et donc Abe t'a maudit, bon. Puis il va falloir créer donc du coup un clan de plus en plus fort avant de le battre, avec l'aide des dieux.
et d'une princesse aussi un peu suspecte au début, mais surtout d'une belette. Et oui, parce que finalement, la belette, c'est comme la star de ce jeu. La belette, elle s'appelle Ko-Chin, c'est une fille belette, hein, et non seulement elle est super mimi, mais surtout elle t'assiste autant que tu le veux, en fait, dans un jeu qui est assez complexe et atypique, où le temps joue un rôle essentiel, parce qu'au début de la partie, d'ailleurs, tu choisis un type de profil, un profil de jeu, donc le minimum c'est 30 heures de jeu, mais ça peut être plus de 100. Et donc pour une partie, et ça c'est selon le nombre de générations que tu veux gérer, la vitesse à laquelle tu veux aller. Donc tu pars donc de 3 ressuscités, que tu as, 3 gars ressuscités, 23 mecs, 3 filles, tu les choisis en fait, et ils ont au maximum 24 mois à vivre. Et pendant ce temps, il va falloir chaque mois décider quoi faire. Donc aller dans les donjons, acquérir de l'XP, des items, faire de la reproduction, enfin les rites de reproduction, se reposer, etc. Donc il faudra être assez précautionneux parce qu'un personnage trop fatigué pourra mourir prématurément, hein, sachant qu'il vivra jamais plus de 24 mois. Donc le jeu est une suite de décès et de passage de flambeau, tout simplement, et il faudra choisir les bonnes divinités avec lesquelles fusionner tes personnages selon les affinités, feu, eau, etc. Il y a toujours les éléments de base, quoi. Et il faut avoir suffisamment de dévotion pour faire des fusions avec des dieux de plus en plus puissants. Donc pour ça, il va falloir faire des combats, développer ta ville. À un moment, tu pourras faire des adoptions avec d'autres clans, aussi maudits, puisqu'il y a eu plein de massacres. Donc tu as visité d'autres villes, et tu pourras même t'unir à des dieux locaux que t'as pas chez toi, etc., etc. Donc le temps passe en permanence, en fait, et au rythme des saisons. D'ailleurs, les donjons changent, donc ils sont sous la neige en hiver, ils sont pleins de fleurs au printemps. Tous les mois de septembre, il y a la parade des yokai, et tu auras une chance de taper Abe no Seimei et d'avancer en fait la quête principale. Donc dans les donjons, il y a des yokai puissants aussi qui peuvent être libérés pour s'unir avec toi, et le temps passe aussi même quand tu es en expédition. Donc est-ce qu'il faut continuer le raid un mois de plus, au risque d'épuiser certains membres du clan, ou est-ce que tu prends le risque de rater des événements majeurs ? D'accord. Et donc tu peux tout gérer, ou tu peux laisser Ko-Chin t'aider le plus possible. Donc Orishka est assez flexible, hein, mais c'est vrai que l'abord est assez déroutant, et donc il faut un petit moment avant de comprendre comment ça marche. Mais bon, à la clé, t'as quand même un RPG qui est plutôt original et addictif, hein, même si le dungeon crawling, il est pas des plus sophistiqués, hein, pour sa part. Bon, on peut faire difficilement plus 100% japonais qu'Orishka, franchement. Hein. C'est vraiment un jeu construit sur le folklore et la mythologie japonaise, qui n'a manifestement pas été pensé pour l'export à la base, et son prédécesseur d'ailleurs, qui était sur PSP, donc n'est jamais arrivé jusqu'à nous. Et graphiquement, ça se voit, le jeu ressemble à une aquarelle animée, hein. Les monstres sont des oni et des yokai, tels qu'ils pourraient être représentés dans des gravures traditionnelles, vraiment. Là, on est beaucoup moins dans le cartoon, quoi. On est beaucoup plus dans leur présentation classique, on va dire. Et les noms vont avec, c'est-à-dire ils n'ont pas été traduits, hein, donc ça facilite pas toujours la vie, parce que tu vois, quand on t'envoie tuer 7 Kinu Kabori ou un Ika Kabori ou un Atafu, c'est pas évident, faut s'y retrouver. Ça peut déstabiliser un petit peu, tu te dis, c'était quoi déjà comme on voyait tuer ? Bon, voilà. Heureusement, c'est rappelé en permanence, mais enfin, c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, tu sens que c'est pas fait pour l'Occident, quoi. Ouais. Et donc, ce truc qui s'appelle Orishka Tainted Bloodlines, de son occidental complet, et donc un jeu plutôt niche, j'en ai conscience. Mais justement, hein, pour certains, ça peut être une petite perle, comme la Vita en a beaucoup, parce qu'en fait, la Vita a eu énormément de jeux, mais c'est vrai qu'elle a eu peu de jeux finalement grand public, et peu de blockbusters occidentaux qui auraient pu la doper, doper ses ventes un petit peu. Et donc en fait, elle a énormément de jeux japonais, donc des jeux indépendants, des jeux originaux, des jeux complètement barrés, ou des jeux comme ça qui peuvent te servir d'immersion culturelle, quoi, hein, puisque c'est... Mais ce qui est marrant, je trouve, et moi ça m'a toujours étonné, c'est que Orishka, un truc comme Orishka, est entièrement traduit en français. Alors pourtant la plupart des jeux... Pour quelque chose qui est un peu de niche et qui n'était pas prévu pour un portage en France, qui soit traduit en français, c'est fou en fait. Ah ouais, c'est venu, c'est finalement, tout est en français, et c'est vrai que la plupart des jeux de ce type, finalement, des jeux japonais qu'on a sur Vita, au mieux c'est traduit en anglais. Parfois, c'est traduit de manière catastrophique. Parfois, c'est même à mourir de rire d'incompétence. C'est du Google Traduction raté, non ? Ah ouais, non, mais je pense à toi, Hollow Fragment, et à ta pénétration. C'est fabuleux. Je veux dire, il y a des perles de traduction foireuse sur Vita qui sont magnifiques. Mais bon, là, t'as une traduction en français qui est assez correcte. Et alors, évidemment, t'as toujours le doublage en japonais, hein, avec les cinématiques en animation qui sont assez rares, mais plutôt sympas. Et donc tout ça se trouve sur 20€, pour 20€ sur le store Vita, et c'est uniquement dématérialisé, donc si vous êtes dans le public cible, je dirais, c'est peut-être un jeu à essayer. Bon, Ramassa Rebirth a une version physique, hein, par contre, je vous cache pas que les jeux Vita, un petit peu rares et cultes comme ça, commencent à monter, hein, en niveau prix sur le marché. C'est un investissement à ce stade. Pas autant que la crypto-monnaie, mais... Voilà, peut-être pas autant que la crypto-monnaie, mais je pense c'est peut-être moins volatile.
Et bon, en dématérialisé, par contre, Muramasa, c'est à 26€ avec tous les DLC et 22€ pour le jeu de base. Sinon, il y a toujours une version Wii de Muramasa qui se trouve encore. Mais là encore, ça devient relativement cher. Je l'ai vu à 50€ et plus, donc voilà, à voir. Et acheter sur le store, d'ailleurs, à ce stade, finalement, toi, tu peux en faire le conseil quand même, en dématérialisé sur la PS Vita, parce qu'à partir du moment où le store ferme ses portes, est-ce qu'on continue à avoir nos jeux ? Ça paraît bête, mais je pense qu'il n'y en a pas qui se pose la question. Oui, alors quand vous téléchargez un jeu sur PlayStation Vita, il est là, même si vous êtes déconnecté. Donc si le store à un moment, et à un moment, forcément, il va mourir, il va fermer. Mais bon, même quand il fermera, vous conserverez bien entendu votre jeu sur votre carte mémoire. Et ça, en revanche, le jour où ta carte mémoire est flinguée, tu n'as plus moyen de retélécharger le jeu. Malheureusement, non. À moins de passer par des chemins détournés. Des chemins détournés. Mais on va pas s'éloigner du chemin qui nous a été balisé au risque que des camis nous tombent dessus, Guillaume. Absolument. Écoute, merci beaucoup. Mettre en colère les camis du copyright. Surtout pas. Les camis du copyright. Il faudra vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait s'en approcher, ou un yokai peut-être. Écoute, tu nous as parlé de Muramasa, donc la version je vais pas y arriver. Muramasa Rebirth sur la PlayStation Vita et Orejika, mais je prendrai pas la version avec tout le nom développé original parce que sinon j'ai clairement me viander. Moi, je vous ai parlé de Oko, les bandes dessinées. J'espère que ces recommandations, ces petits clins d'œil, ces petites mises en lumière vous auront intéressé ou vous auront fait appel à quelques éléments de nostalgie dans votre passé. Merci beaucoup Guillaume en tout cas pour ce nouvel épisode de Paraculte. On vous donne rendez-vous alors bien sûr très prochainement dans un nouvel épisode de Paraculte, mais en attendant, si vous aimez bien nos voix, admettons, si vous aimez bien la façon qu'on a de traiter les sujets, peut-être que ce serait intéressant que vous alliez vous abonner à Tech Café que tu as mentionné tout à l'heure, qui est un podcast d'actualité sur les nouvelles technologies et ses enjeux de société. On lance un épisode chaque mardi soir, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et puis je peux que vous inciter aussi à aller écouter Relife, qui est un podcast sur l'amélioration du quotidien et le développement personnel, une fois toutes les 2 semaines. Guillaume, est-ce qu'on peut te retrouver à titre individuel quelque part sur Internet ? Mais écoute, jusqu'à ce que j'arrive dans le prochain Tech Café ou le prochain Paraculte, je ne pense pas trop de boulot tout ça. Attends, parce que tu crois quoi ? Tu crois qu'un clan comme ça pour taper à Best No Seimei, ça se fait en 2 heures ? Mais non. Moi, j'ai pris le profil 150 heures. Il faut du temps, il faut investir du temps. Très bien. Eh ben, écoute, on priera les camis pour qu'ils t'accompagnent dans cette dure quête. De mon côté, vous me retrouverez également équipé de mon sabre, en train de lutter contre les démons ancestraux du Pageant. Merci beaucoup de votre fidélité. On se dit rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.